C'est ça. Et tu Alors, posais une question. donc, ces centres Covid installés spécifiquement pour recevoir les patients symptomatiques, ils sont financés par… Ah non, ils sont financés par personne pour l'instant, sauf dans quelques régions où les agences régionales de santé ont donné un peu d'argent pour payer un peu de matériel ou quelques astreintes de médecins. Mais sinon, nous, c'est une mairie qui nous a donné une salle gratuitement D'accord. avec du personnel de la mairie qui fait le ménage tous les jours. Et chacun d'entre nous, on apporte notre matériel quand on y va et puis on le désinfecte à la sortie. Et voilà, on facture nos actes comme si on était dans notre cabinet, c'est tout. Donc, Comme c'est c'est du une mutualisation des moyens à la limite pour pouvoir recevoir voilà, les patients symptomatiques dans des circonstances de sécurité pour à la fois les professionnels et la population. voilà. Et en ce moment, c'est en train d'évoluer vers éventuellement un endroit où les gens vont peut-être aller se faire prélever, puisque maintenant on peut faire des prélèvements de manière quasi systématique chez tous les symptomatiques, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et donc le laboratoire va déléguer, alors je crois qu'on est parti sur 1 heure par jour, une infirmière sur place pour effectuer les prélèvements. Alors, si on veut dire un mot supplémentaire sur les centres Covid, je pense qu'il y a eu deux types de centres. Il y a eu ceux qui ont été montés à l'initiative des professionnels, ce qu'évoque probablement Jean-Louis, en particulier là où il y a ce qu'on appelle des CPTS qui s'organisaient, qui parfois les ont soutenus ou montés en avant. Et puis il y a eu des tentatives un peu extérieures par des mairies, un peu coupées des professionnels de terrain, et avec le risque qu'il y avait de dérive de mettre en place des structures un peu indépendamment du système de soins organisé. Donc ça n'a plutôt pas été ça les centres de Covid, mais voilà, il y avait un petit risque que ça soit un peu en marge du système organisé. Un circuit parallèle. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Louis, mais Oui, il y a eu ça aussi, tu as raison. Et ces centres Covid sont partis pour faire actuellement à la fois les consultations et les prélèvements, c'est ça? Alors, certains d'entre eux, pas tous, hein, certains d'entre eux, parce que, en fait, le laboratoire, j'ai appris ça, on apprend sur le terrain, pour pouvoir faire ça, le laboratoire a besoin d'une autorisation préfectorale, parce qu'il sort de ses murs, il va Oui. dans un autre lieu, et donc il faut une autorisation pour la sécurité, l'assurance, la responsabilité. Donc, les labos n'ont pas tous fait cette démarche pour aller pouvoir prélever en dehors de leur structure habituelle. Locaux. Très bien. Donc, voilà. Mais donc ça dépendait quand même des organisations de terrain, parce que là, en général, où il y avait des maisons de santé organisées, des centres de santé, beaucoup n'ont pas monté les centres Covid et ont fonctionné avec des lieux dédiés, quoi, hein. Voilà, donc il y a eu des expériences très diverses, quoi. et au niveau des maisons de santé, par exemple, et des centres de santé, il y a eu des aménagements spécifiques pour recevoir les patients Covid? La plupart du temps, oui. Alors, soit des horaires dédiés, mais même dans les cabinets, ou même en solo ou en cabinet de groupe, les médecins, enfin nous par exemple, on est un cabinet, on est 5 médecins généralistes, on n'est pas un centre de santé. On avait organisé le matin pour les patients suspects de Covid et l'après-midi pour les autres patients. Bon, après, il y a eu un moment où il n'y avait quasiment pas d'autres patients, surtout qu'il y a eu toute une procédure aussi qu'il faut rappeler peut-être chez nous, qui est quand même un appel massif à la téléconsultation. Il faudra peut-être en dire un mot sur les limites qu'on a vues, et puis aussi sur la consultation téléphonique en tiers payant. Donc les médecins pouvaient consulter tout en étant payés. Donc ça a été quand même une phase importante pour vider les cabinets quand même, hein. Elle a apporté son plus, cette phase de régulation téléphonique ou de téléconsultation? Oui, elle a permis à de nombreux cabinets d'avoir une activité, parce que sinon l'activité était proche de zéro. Elle avait chuté dans certains cabinets de 75 à 80%. Donc, le fait de pouvoir faire des téléconsultations. Ensuite, il y a eu aussi une communication vers les médecins pour leur dire appelez vos patients âgés, appelez vos patients à risque pour prendre de leurs nouvelles et effectuer éventuellement des téléconsultations par téléphone pour ceux qui n'ont pas la visio. Donc, ça a été fait, beaucoup de médecins l'ont fait, et les patients d'ailleurs ont été satisfaits, ravis
ce type d'appel. Moi, je l'ai fait un Ah, petit peu. avoir leur médecin qui les appelle. Ouais. Ah oui, oui, c'était extrêmement bien accueilli. Et puis, au-delà même de la vie des cabinets, il faut savoir que les gens appelaient. Il y avait beaucoup de demandes téléphoniques, de gens angoissés, de gens inquiets, de demandes de renseignements, et que c'est une activité que souvent on fait un peu bénévolement, mais qui là, en volume, était très importante. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette mesure-là, ça aurait été très compliqué, parce que c'était quand même au moins 2 heures par jour de travail au téléphone, et qui était pas rémunéré si on n'avait pas eu la possibilité de le faire. Hein. Et donc, le fait que ça soit en tiers payant, ça a permis de la rendre très efficace auprès de vos patients, c'est ça? Moi j'estime que oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Non, ça a été une mesure extrêmement favorable de l'assurance maladie de dire tout de suite, c'est pris en charge à 100% et donc tiers payant possible. Oui, bien sûr. Et le coût de la téléconsultation, il est de combien par rapport à une consultation normale? Le même? Il est au même C'est le tarif. même. Il est au même tarif. Mais ce qu'on a vu rapidement quand même, c'est la limite de la téléconsultation et l'avis qu'on a fait sur la prise en charge du Covid en ambulatoire. On a quand même mis la limite qui était de dire ce qui est important, c'est de surveiller les patients et de voir quand ils vont s'aggraver. Les marqueurs de l'aggravation, c'est est-ce qu'il y a des signes à l'auscultation et surtout la mesure de la saturation en oxygène. Et ça montre qu'il faut qu'à un moment donné, les patients soient vus au cabinet. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup un tournant à un moment donné qui est que très rapidement, on disait aux patients, bon, voilà, euh, si vous vous sentez moins bien, ou si on n'arrivait pas bien à évaluer, c'était de leur dire de venir et de les examiner. Donc, c'est un outil de suivi. Et, oui, probablement qu'il y a eu des retards au diagnostic d'aggravation en privilégiant la téléconsultation au début et en se limitant à la téléconsultation. Mais donc, des avantages, quelques limites à ce type de pratique? Est-ce que vous pensez que après le Covid, ça s'installera vraiment dans la pratique des médecins généralistes privés, ce genre de consultation, de téléconsultation? Probablement. Moi, j'aurais dit oui il y a 15 jours. Je le dis un peu moins aujourd'hui parce que depuis 15 jours, je vois revenir des patients qui, quand ils téléphonent, je leur dis si vous voulez, on fait une téléconsultation et qui ont envie de me voir, qui me disent non, non, je viens. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ça change profondément. Peut-être qu'on en fera un peu plus qu'avant, puisqu'avant, on n'en faisait pratiquement aucune. Donc, peut-être qu'on en fera un peu plus. Mais je ne suis pas sûr que ça révolutionne complètement notre pratique. Donc, c'est-à-dire que, oui, moi je pense qu'il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a la téléconsultation qui est devenue un marché avec des offres commerciales et avec un côté très consommériste. Donc, dès lors que les gens, y compris, font une médecine un peu simplifiée, qui est collée à la plainte, quelque part, ils sont contents, et le patient et le docteur, d'une consultation rapide qui ne va pas fouiller, qui ne fait pas d'approche globale. Mais dès qu'on est un médecin qui fait de la médecine générale complètement, avec une approche globale, une approche relationnelle, on voit très vite la limite de la téléconsultation. Tout à fait. Donc, probablement pour régler des situations spécifiques, mais absolument pas pour remplacer la relation patient-médecin en contact direct dans cette approche globale. Donc, probablement, enfin, une question, est-ce qu'il y a un message à transmettre aux généralistes marocains que vous connaissez bien? Un message. Je pense que, puisqu'on est tous les deux représentants du collège ici, je pense que le collège a montré toute sa place et l'importance d'avoir une structure qui regroupe la totalité des structures syndicales, associatives, sociétés savantes de la médecine générale pour parler d'une seule voix dans ce moment important. Ça a été majeur. Et même moi qui suis aussi représentant du principal syndicat généraliste, le fait que le collège soit là et fasse des communiqués, ça nous a beaucoup servi aussi, on s'est beaucoup appuyé sur cette communication.
Pour moi, c'est un bon retour que j'aurai par rapport à ça. Oui, je pense qu'il y a, pour compléter, enfin pour aller dans le même sens, il y a le scientifique et l'organisationnel. Et dans la démarche des médecins, et il fallait marcher sur deux jambes et de concert, quoi. Donc il faut une place. Donc on a réussi à reprendre notre place sur le plan scientifique qui nous avait été enlevée ou niée finalement au début, c'est-à-dire de montrer qu'on avait toute notre place dans le suivi, et maintenant c'est vrai encore plus avec le traçage des cas, avec les patients qui sortent de l'hôpital, avec la perspective de la deuxième vague. On a notre place dans la recherche aussi, c'est pas négligeable, hein, qui monte, parce qu'il y a toute une problématique des patients asymptomatiques ou peu symptomatiques qui n'ont pas été vus à l'hôpital. Il y a une partie de la connaissance qu'il n'y a pas. Et puis derrière, effectivement, c'était mettre ça de concert avec l'organisation, les moyens, et voilà. Et effectivement, avoir une structure fédérante, c'était important, quoi. Et c'est important aussi, puisque tu parlais de messages, c'est important aussi que les généralistes soient représentés à tous les niveaux. On a la chance d'avoir, par exemple, Pierre-Louis Drouet, qui fait partie du conseil scientifique aujourd'hui auprès du président de la République et du Premier ministre. Moi, je fais partie du conseil d'administration de Santé publique France et j'ai à certains moments appuyé un certain nombre de choses par rapport à ce qui était tracé par ce type de structure nationale, qui ont une vision parfois très parisienne et très grande ville du fonctionnement de la médecine et pas une vue du terrain. Donc, c'est ça qu'on apporte aussi. Donc, c'est important d'être présent vraiment à tous les niveaux. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne continuation, bon courage, protégez-vous bien et merci beaucoup. Eh bien, merci à toi et on recommence quand tu veux. Voilà, et on a hâte de pouvoir revenir au Maroc. Ah bah, on l'espère tous rapidement. Les avions remarchent. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.